what I think is really developing very, very well, and particularly the end. What I'd like to get into more quickly is the threat of the violence. Okay. Well, let me do this. Let me take out Gino's balls in a plastic bag. Take it out of my pocket. Hold up his balls. The balls will never read. They're not going to read his balls. Well, balls will read. Why won't balls read? What do you got in plastic, you mean? I'll be in a plastic bag with some, what is it, formaldehyde or something? Yeah, but it's like a little graphic for this because that's a big thing to do. This is later. Do you know what you're doing? This is just the threat. Do you even know what you're doing? This is just the threat of the violence, okay? What I'm concerned about, if this guy says something to you, you should slap him. Like what? Oh, just like a little, don't talk to me until I finish. Yeah, that kind of thing. You know, no, that's too hard. Huh? That's too hard. How many takes are we going to do? Two more. Two more? Two more. You shoot too much, Marty. No, it's getting better and better each time. Yeah. Joe, two more takes, one right after the other. Same slate. We get the energy better in the second take that way. You know, Seinfeld, we did 2 takes and we were done. We're just getting into it. It's rich. It's getting better and better every time you do it. All right, try and watch this one, okay? No, I was going to watch, but I couldn't get away from the earphones. Well, then cut it or something. No, you were going well. You were doing really good. I'm not going to break it up. All right. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 7. Cette semaine, émission Oppression, assimilation et extension du domaine capitalistique. C'est pas de l'or blanc, c'est de l'or noir et ça fait des pétrodollars. C'était pas que des bidons, c'était le désert, rien n'y poussait, c'était en dessous que tout se passait. Le vrai trésor était là, le pétrole. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Johnny Hallyday. Oui, moi j'aurais préféré Ils ont le pétrole et c'est tout de Michel Sardou, mais chacun son j'ai hésité. Chacun son truc. J'ai hésité. Un peu moins facile à placer. Exactement, c'est pour ça. Donc, le pétrole, il en est question dans le dernier film de Martin Scorsese qui est sorti en salle le mercredi dernier, Killers of the Flower Moon, avant sa mise à disposition sur Apple TV dans quelques jours ou semaines, je crois. Et donc, il nous en parlant exclusivement car le film le mérite. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. Puis le film de Martin Scorsese nous intéresse sur bien des points. Il est quand même fascinant et je trouve que ça faisait personnellement longtemps que Martin n'avait pas fait un film aussi passionnant et intéressant et surtout aussi bien mené. Et donc pour en parler, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Vous l'avez entendu, il y a le Dr Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Thibaut ne peut pas être des nôtres ce soir car il est pris, par des responsabilités paternelles et familiales. Évidemment, on le comprend. Un peu compatible avec les films de 3h30. Quoi. Exactement. les enfants, de manière générale, sont peu compatibles avec la vie culturelle de manière générale. À moins d'aller voir Lolo le cachalot. Ou Trop. Voilà, Anne Trop. Pas de patrouille ou pas de patrouille. Pas de patrouille au cinéma, c'est vrai, exactement. Mais donc, à la mise en son de cette émission, également, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse. Il fait des coucous. Donc voilà, ce sont les forces en présence. On va réussir à se débrouiller sans trop de problèmes, je pense, docteur. Et donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, les agendas locaux pour commencer. Le temps est maussade, il n'incite pas spécialement aux enfilages. Du coup, vous pouvez aller vous précipiter dans les salles obscures, donc, car il y a quelques petites choses à Rennes cette semaine. Demain, dans le cadre du Ciné Tambour, donc sur le campus de Rennes 2, il y a 2 films comme tous les mercredis. À 18h15, il y aura le documentaire Histoire de lanterne magique. Et à 20h45, ce sera suivi de Nosferatu de William Friedrich Murnau. Pas mal, pas mal. Nosferatu que j'avais déjà vu ici il y a une quinzaine d'années au Tambour justement. Oui, je crois que c'est un grand classique du Tambour. Hein. Exactement. Bah oui, c'est un grand classique de la première année aussi d'art du spectacle, donc c'est assez logique. Après, c'est vrai que ça marche toujours. Et c'est en double programme avec le Nosferatu de Werner Herzog, qui est fabuleux aussi évidemment. Film de Werner Herzog au top de son game. Pas confondre avec Nosferatu à Venise. Non, exactement, c'est vrai. Qui est la fausse suite du Nosferatu de Werner Herzog, sauf qu'il n'y a pas Werner Herzog derrière, donc c'est moins bien. Oui. Voilà. Nosferatu à Venise, c'est génial. On dirait le club des 5, tu sais. Oui, non, mais c'est aberrant comme film. Je crois que c'est un Italien qui réalise. C'est probablement un Italien. Les Charlots en Valreux, tu vois, tout ça, c'est pareil. Les Charlots contre Dracula, par exemple. Voilà, exactement. Avec Christopher Lee.
Non, Christopher Lee, c'est celui avec Bernard Ménez, c'est Dracula père et fils, qui est dans Molinaro. Mais je me demande si dans Les Chalots contre Dracula... Non, il n'y a pas Christopher C'est pas Lee. Christopher Lee. Non. Non, il s'est pas commis jusque-là, quand même. Alors, il a fait plusieurs Il panouilles. en a accepté des chèques. Il en a fait des panouilles. Il en a accepté des chèques, mais pas jusque-là. Puis il est sympa, celui avec Bernard Ménez. Sachant que j'aime beaucoup Bernard Ménez. Mais je sais bien que t'aimes beaucoup Bernard Ménez. Tout le monde aime Bernard Ménez. Exactement. Même Jacques Rosier aime Bernard Ménez. Encore plus que nous, je pense. Le trait d'union entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Bernard Ménez. Qui est trop fort. Sinon, à l'Arvor, cette semaine, plusieurs belles séances. Ça commence dès jeudi, donc je crois que c'est les rendez-vous de Clair Obscur, je suis pas sûr. Ou c'est non, c'est Monumental peut-être, je pense, les séances de l'Arvor. Donc c'est Sorcerer, aka Le Convoi de la Peur de William Friedkin, donc qui passe. Film, effectivement, qu'on avait tous découvert à peu près dans un rip de VHS recadré en 1.33, totalement dégueulasse à chier, et pourtant le film était déjà merveilleux. Il avait été restauré il y a un peu moins d'une dizaine d'années, 2015-2016 je crois, effectivement, il était passé en salle aussi à Rennes. Je me demande si je ne l'ai pas vu, moi, pour la première fois, justement, en salle, en version restaurée. Ça faisait partie des films dont j'en avais parlé, mais que j'avais jamais eu l'occasion de voir. Et donc tu n'as pas encore vu La Forteresse Noire non plus? Si, La Forteresse Noire, j'ai dû le voir en VHS, avec une VHS du Triangle, je pense. Et voilà. Non, il y a quand même 2-3. Après, on n'est pas bon partout, mais bon, il y a quand même 2-3. Mais donc, Le Sorcereur, qui est personnellement, je pense, mon film préféré de William Friedkin, un des plus grands films d'aventure de tous les temps. Bruno Kremer, Roy Scheider. Voilà, Adilou et j'allais dire Arabal, non, c'est. Je sais plus qui est le quatrième. Oui. Mais bon, probablement mec qui a joué avec Buñuel, vu sa tête. Donc, oui, Francisco Rabal. Francisco Rabal, exactement. J'allais dire Arabal, mais non. Non, Rabal qui est un auteur de théâtre. Oui, réalisateur. Karamazov physique. Exactement. Sinon, le dimanche matin, dans le cadre de Cinévorax, il y a La Planète Sauvage de René Laloux qui passe ou repasse. Merveilleux film. Prenez de l'acide avant d'aller le voir. Ah oui, auteur donc de 3 longs métrages de cinéma René Laloux qui sont tous des chefs-d'œuvre, puisque donc suivent après La Planète Sauvage. Qui, on va dire, il a co-créé avec Roland Topor, ce sera... Musique de Goraguer, super musique. Après, donc, c'est Gandhar, d'après le livre de Jean-Pierre Andrevon, et le troisième, donc, c'est Les Maîtres du Temps, qu'il a réalisé avec Mobius, et Gandhar, c'est avec Casa, donc toujours des bons, et je crois que c'est Gandhar qui ressort chez le Chat qui fume en Blu-ray avant la fin de l'année. Très métal hurlant, en fait, exactement. comme genre d'ambiance. Je pense qu'on pourra en reparler, de toute façon, de la carte de René Laloux, à l'occasion de la sortie de Gandhar. Ça le mérite amplement, d'autant que rappelons que les dialogues des Maîtres du Temps ont été écrits en partie par Jean-Patrick Manchette, c'est quand même pas la merde. Oui, non, mais tout le monde est dans le même pot-au-feu, quoi. Exactement. Et le même jour, donc le dimanche 29, il ressort bientôt en Blu-ray chez Spectrum Film, et je pense qu'on en reparlera, donc occasion assez rare de le voir en salle, parce qu'il a mis comme du temps à sortir en France, et donc Shin Godzilla, donc le début du reboot de la saga des Godzilla, qui a connu de toute façon des centaines et des centaines d'itérations. Pas des centaines, mais en quelques dizaines de films, et le film est absolument prodigieux et merveilleux. Dans sa version originale, en plus, pas dans sa version traficotée pour le marché américain, qui était assez incompréhensible. Moi, j'ai vu c'est la première version que j'ai vue, c'était assez incompréhensible. La deuxième version, il y a quand même 20-25 minutes en plus. Le film est pas tout à fait dense, et Godzilla, il est trop cool sous ses différentes formes, c'est hyper bien. Donc, foncez voir Shin Godzilla, mais on en reparlera. Sinon, dans le cadre des sorties nationales, il y a un documentaire de Lubna Playhouse qui s'appelle Chambre 999, qui reprend le principe du film de Wim Wenders, Chambre 666, qu'il avait tourné pendant un festival de Cannes, où donc là aussi une trentaine de cinéastes contemporains viennent parler devant la caméra dans une chambre d'hôtel de leur pratique et de leur travail. Donc voilà, ça sort. Il n'y a pas Jean-Luc Godard qui parle de cinéma. Ah bah non, je pense que Jean-Luc était déjà mort, parce que de toute façon Jean-Luc ne se déplaçait plus quand il a tourné, je pense. J'espère qu'il y aura Werner comme dans le film de Wenders. Parce qu'il est trop fort, il est très drôle. Et sinon, dans un tout autre genre, il y a le nouveau film comme réalisateur de Albert Dupontel, Le Second Tour, avec lui-même et Cécile de France qui sort demain. Il n'y a pas un Kim Ji-woon qui sort aussi? Non, je n'ai pas vu. Pas demain. C'est pas demain, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine d'après. Avec Sang Kung-ho, avec une histoire de tournage. Oui, c'est la semaine d'après. Voilà, de mec qui tourne une fin d'un film sans le dire à ses producteurs et qui met toute son équipe. Enfin, ça a l'air un peu étrange. Voilà, comme étonnant. Film. Ça a l'air un peu étrange, mais pourquoi pas. Film qui, pour le coup, n'a pas l'air étrange. Donc, c'est 3 jours max de Tarek Boudali, la suite de 30 jours max, avec, comme on dit, la bande à Fifi, Philippe Lachaud et compagnie. Ça va se tipiaquer comme un gros sale pour le regarder un soir en rentrant du bar à 1h du matin. Ça sera sans moi. Voilà, je sais que ce n'est pas avec vous que j'ai pas vu le premier. Non, mais j'ai pas vu le premier, donc je peux pas. C'était nul. Ouais, voilà. Avec José Garcia en méchant, si mes souvenirs sont bons. Mais...
bref. Voilà, toujours au rayon des comédies, il y a Saw 10. Saw 10. Ouais. Moi, je m'étais arrêté à Saw 7 parce que c'est drôle comme nom. Ouais, là, parce que je me suis dit, ils ont arrêté la blague. Après, Saw 6 et Saw 7, ils ont Saw 10. Non, mais il y a eu un reboot de Saw avec Chris Rock il y a 1 an et demi. Ah oui, c'est vrai, exact. Bah là, c'est la. Ça s'appelait Spiral ou un truc comme ça. C'était pas Spiral. Un spin-off ou un préquel. C'était un préquel ou un soft reboot. Je sais plus, moi. Je sais plus vous dire, mon pauvre monsieur. C'est un gars qui a déjà 20 ans, comme quoi finalement, tu vois, c'est comme les Halloween et les Freddy, tout ça, les mecs continuent à en faire. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Et sinon, encore en rayon film d'horreur, c'est le nouveau film de Ken Loach, The Old Hawk. Oh, arrête, Ken Loach, c'est très bien. Et voilà, donc voilà, c'est le Ken Loach. J'irai peut-être voir, moi. J'irai peut-être voir. Il fait comme un métronome son film tous les 2 ans. Bah là, il le co-réalise avec Paul Laverty, ce qui me laisse, qui est son scénariste depuis des années, ce qui me laisse quand même entendre que s'il le co-réalise tous les deux, peut-être que Ken Loach commence à être un petit peu fatigué. À propos de gens fatigués, Aoshi Aoshien a annoncé sa retraite à cause de signes de démence, comme Terry Jones il y a quelques années. Oui, mais bon, il a 80 piges, Aoshi Aoshien. Voilà. Bon, mais en tout cas, nous ne parlerons pas de tout ça. Mais justement, alors parlons des vieux. Parce que justement, c'est pas parce que tous les vieux ne sont pas atteints de démence pour l'instant, et qu'il y en a encore, puisqu'il y a Miyazaki qui sort son prochain film. Et qui a dit enfin que finalement il arrêtait d'annoncer qu'il était en retraite. Parce que les Rolling Stones, ça suffit, quoi. Voilà. Et il y a quand même Scorsese qui a 80 ans bien tapé aussi. Exactement. On a parlé du Friedkin la semaine dernière, donc il y a encore des darons. Friedkin est mort. Oui, mais enfin voilà, il y a encore des darons qu'on a encore un petit peu sous le capot. Coppola l'année prochaine. Exactement, voilà. Jogard, après il est plus jeune. Voilà. Mais donc voilà, effectivement, et donc de vieux réalisateurs, il va être question donc de Killers of the Flower Moon, et on va en parler tout de suite après un petit blues de Tupelo. En attendant Godard sur Stylab, et donc c'était le morceau Tupelo Blues, extrait de la bande originale de Killers of the Flower Moon, composé par Robbie Robertson et interprété par Rania Gellert, Kieran Kane, Philip Jamieson et le génial et fantasmabuleux David Mansfield. Au violon, évidemment, on reparlera de toute façon de la musique du film, mais j'ai mis aussi ce morceau à la fois parce qu'il est super, parce que David Mansfield, c'est mon petit chouchou, le petit génie qui a quand même fait la musique de Heaven's Gate et qui à 15 ans était parti sur les routes avec Bob Dylan et sa Rolling Thunder Revue, et qui depuis continue à faire vivre l'Americana et le folk américain, des traditions que l'on retrouve évidemment donc dans le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui donc est sorti en salle mercredi dernier, production Apple, donc il sortira sur Apple dans quelques jours, parce que c'est un peu le deal qui a été fait, sorti, on va dire limité. Production friquée, faut bien dire. Production friquée. 200 millions de patates quand même. Apple a de la thune après. C'est pas du petit film de rond. Exactement. Après, c'est ça aussi qui est fascinant dans sa dernière période, on va dire, avec Martin Scorsese, avec The Irishman, qui était produit par Netflix donc il y a 3 ans, c'est que Marty sait qu'il est vieux, en gros qu'il a plus que quelques années devant lui, on va dire une dizaine d'années pour être un peu en forme, pour bien tourner. Il sait que les gros studios ne lui filent plus de thunes pour faire des films invendables, donc il s'en va vers les plateformes qui lui filent un chèque en blanc pour faire des films de 3h30 sur son nom, qui sont pas super sexy, juste sur son nom. Il réunit des castings de bâtards, il prend la thune, si ça marche pas, c'est pas grave, de toute façon c'est pour les plateformes, ils ont quand même de quoi voir venir derrière. Et après en plus le film en salle là pour l'instant marche quand même plutôt bien. Moi je l'ai été le voir samedi après-midi, c'était plein, enfin quasiment plein. Même aux USA, il est sorti vendredi dernier, donc le film marche bien, donc c'est quand même rassurant, ça fait plaisir de voir des choses pareilles. Et donc c'est un film basé sur un livre de David Gran, auteur, auteur de livres d'enquête et de livres documentaires très célébré notamment aux USA, mais qui a été adapté plusieurs fois au cinéma, notamment par James Gray avec Lost City of Z, avec All Man and the Gun, un des projets en cours de production de Mike Nichols est basé sur un article de David Graham, ce qui fait souvent des longs articles, soit des livres enquêtes très longs et très denses, dont d'ailleurs le dernier livre est sorti il y a quelques semaines en France, ou soit des très longs articles qui, comme souvent avec les Américains, sont achetés pour après faire des films. En plus, le film de Mike Nichols, c'est un peu cool, c'est genre sur un soldat américain qui est parti avec Castro pour aller faire la révolution, donc ça c'est...
avec Adam Driver a priori qui est pressenti. Donc, blablabla. Je me souviens même pas que Mike Nichols était encore vivant. Il sort un film à la fin de l'année, The Bike Riders, avec Tom Hardy. C'est lequel qui est mort? C'est Mike Figgis qui est mort? Oui, c'est Mike Figgis qui est mort. Mike Nichols, c'est le mec de Midnight Special, Detect Shelter. Voilà. Ah non, Jeff Nichols. Oui, Jeff Nichols. Non, Mike Nichols. Mike Nichols, c'est mort. Je suis pas fou, Mike Nichols, c'est bien mort. Oui, Jeff Nichols, lauréat, oui, exactement. Oui, il est bien cané, lui. Jeff Nichols, pardon. Soyons clairs pour nos auditeurs, parce que sinon on ne sait plus. Mike Figgis, Jeff Nichols, Jeff Figgis, on fait pas plus savoir. Qu'il avait un prénom original. Oui, pardon, Jeff Nichols. Donc David Gran, donc qui est souvent dans ses livres fait ressortir, on va dire, le caractère documentaire et puis ethnographique donc de ces sujets, on va dire. Et là, c'est un film que Marty a donc coécrit, ce qui n'arrive pas souvent non plus, avec Eric Ross, et qui donc, on va dire, est un genre de mid-western, on va dire western du Midwest tardif, puisqu'il se déroule au sortir de la Première Guerre mondiale, où donc un ancien soldat, Ernest Burkhardt, interprété par Leonardo DiCaprio, donc arrive en Oklahoma, in Osage Country, pardon pour les accents, et donc rejoindre son oncle interprété par Robert De Niro, donc qu'on va appeler King, parce que c'est comme ça qu'il souhaite qu'on l'appelle dans le film, où le personnage de Niro est un genre de semi-débile léger. Non, le personnage de DiCaprio. De DiCaprio. C'est pas ce que tu fais là. Non, c'est super perturbé. Le personnage de DiCaprio donc est un genre, pas un débile total, mais un genre de mec un peu léger. Un mec bas du front. C'est un mec bas du front. Et d'ailleurs, il le porte physiquement. On en reparlera justement, je pense, du jeu de DiCaprio. Et donc, en fait, là où ils sont, donc au nord de l'Oklahoma, dans la réserve amérindienne donc de Osage County, où donc le peuple Osage vit là, et qui a une terre qui a une particularité qui évidemment intéresse les petits blancs, c'est que c'est une terre très riche et très fertile en pétrole. Et donc c'est là que ça va être tout le caractère insidieux du truc, c'est que... Alors, il faut peut-être préciser que si vous n'avez pas vu le film, il vaut mieux ne pas écouter l'émission, parce qu'on va être obligé de spoiler quand même gentiment ça va spoiler ce qui se passe. Comme des bâtards. Hein. Donc voilà, gardez-la pour plus tard ou gardez-la pour après le film. Quoi. Oui, parce que on va divulgacher comme des gros sagouins. Ça va divulgacher à mort, là. Ça va divulgacher à mort. Si on veut parler du film, pas le choix. Et donc, Léo arrive là, il rencontre son oncle. On capte de toute façon très vite, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est quand même un gros enculé hyper manipulateur, et qui donc voit très bien que son neveu donc est un bas du front, et insidieusement il va essayer de lui mettre dans la tête que ça serait pas mal qu'il s'acoquine avec une femme Osage, parce qu'ils ont un patrimoine financier indéniable, parce que donc ils sont propriétaires des terres et donc du pétrole qui est dans ces terres. Et on parlera quand même de tout ce caractère aussi politique de l'Amérique, et dans sa politique, on va dire, avec les populations natives américaines, qui sont un peuple qui est sous tutelle. Donc ils vivent dans les réserves, mais en même temps ils ne sont pas gestionnaires de leur propre richesse et de leur propre argent. Il y aura toujours un blanc, un homme en général, qui va donc gérer leur fortune, gérer leur compte en banque, où ils devront toujours rendre des comptes pour pouvoir justement avoir accès à leur argent. Ça pose à la fois différentes questions sur le rapport avec l'argent que peuvent avoir les nations amérindiennes, ou en tout cas les notions d'argent qu'on aura obligé à avoir, on va dire, plutôt, ou à ne pas avoir justement, et toute cette oppression de l'État et du capitalisme américain sur les peuples natifs. Et donc de là va se mêler à la fois une histoire d'amour quand même véritablement sincère entre le personnage donc de DiCaprio et le personnage de Lily Gladstone, qui joue super bien, qu'on a découvert notamment dans Certain Woman de Kelly Reichardt, et qui jouait un de ses premiers rôles dans Jimmy Pay, Psychothérapie d'un Indien des Plaines de Arnaud Desplechin, il y a une dizaine d'années déjà. Et oui. D'accord. Okay. Mais moi que je connaissais pas que trop. Que j'avais vu que dans le Reichardt justement, mais qui là effectivement elle est formidable. Absolument. De manière générale, hein, ça joue quand même globalement. Oui, ça joue un peu comme des brutes. Et donc de là va se mêler une histoire une fois de plus insidieuse, de manipulation à plusieurs niveaux, d'histoire d'amour relativement naïve et sincère de la part des deux personnages principaux, mais là ça évidemment avec une histoire de spoliation du pétrole, de meurtre beaucoup, puisque donc comme je disais, c'est basé sur une histoire vraie où dans le côté de Osage il y avait une
35 morts, je crois, donc de morts mystérieuses. Beaucoup de suicides, apparemment. Ouais, c'est ça, voilà. Beaucoup de suicides avec des guillemets. Voilà. Et donc, qui mènera à la fin par une enquête de ce qui n'est pas encore le FBI, mais qui n'est que le bureau d'investigation, mais qui opère quand même à un niveau fédéral, donc en 1925 à peu près, qui va donc démanteler. C'est une des premières grosses enquêtes. C'est une des premières grosses enquêtes, voilà, quand notre ami Edgar Hoover reprend la direction du bureau en 1924, donc rappelons que le bureau a été créé en 1908, mais qu'il n'opérait pas encore comme ça, et donc c'est Hoover qui va mettre en place le Federal Bureau of la structure efficace qui fait exactement, qui peuvent aller emmerder les ploucs dans les États. Exactement, c'est ça. Et donc là, ça va. En plus, on en reparlera aussi, mais le fait que ce soit une réserve pose d'autres problèmes, car donc c'est un État fédéral, mais les réserves ont un statut particulier où toutes les lois fédérales n'ont pas cours. Donc du coup, évidemment, ça pose aussi d'autres problèmes juridiques dans la vie et puis dans le film aussi, effectivement. Donc film dense qui est quand même compliqué à résumer, mais qui pour moi était un film qui est très étonnant. C'est-à-dire, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et même si on voit à peu près la direction où ça va, je ne m'attendais jamais au détour ou on va dire au principe narratif que prend Martin Scorsese dans le film, à la fois en termes de personnages et en termes de narration, notamment déjà parce que le perso de Leonardo DiCaprio est pour le coup très complexe, il est très difficile à appréhender parce qu'à la fois c'est un mec un peu bas du front où il a un jeu un peu très rentré, très on va dire acteur studio à la Brando, avec le couteau dans la bouche, avec avec ses mâchoires qui tombent, sa grosse mâchoire de buffle, où lui-même on ne sait jamais réellement dire toute l'ambiguïté du personnage, à la fois parce qu'il est bas du front, il est naïf et en même temps c'est un vrai connard, mais vrai connard du fait de son patrimoine culturel et puis génétique, parce que donc il est raciste, mais raciste au premier degré, il ne voit absolument pas le problème, c'est juste parce que c'est comme ça, on est raciste avec les Indiens, avec les natifs, avec il est les raciste, Noirs. C'est là que c'est plus compliqué, il est raciste, mais il aime ça, son épouse indienne, il l'aime quand même. Il est à la fois attaché à certaines valeurs tout en étant en même temps immoral, par exemple. Par contre, il considère qu'effectivement les Blancs, je veux dire que le but des Blancs est de posséder tout ce qui se trouve autour d'eux. Ce qui, de toute façon, rejoint une des phrases clés qu'il dit du film, j'aime l'argent presque autant que j'aime ma femme. Oui. Qui est donc toute l'ambiguïté du personnage. C'est un personnage cupide, voilà, mais qui est sans scrupules. La cupidité qui, de toute façon, draine tous les personnages blancs du film, et notamment le perso de De Niro, qui joue quand même un sacré enfoiré, et qui surtout, je pense que De Niro, je l'avais pas vu aussi bon depuis au moins 30 ans, parce qu'après avoir passé 30 ans à enchaîner des films indignes de lui et que même où il joue comme une patate, là ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui sait le diriger surtout, quoi. Voilà, et de voir quelqu'un en qui il a confiance, qui le connaît dans les coins. Ouais, voilà, exactement. Mais la structure du film, alors évidemment, on peut reprocher au film sa longueur, mais le truc c'est que c'est une histoire qui est longue à raconter. Alors ça, je suis pas d'accord, par exemple. C'est une histoire qui est longue à raconter, quoi. C'est pas une histoire que tu peux raconter en 1h30. Sur le fait que le film soit dense, que le film soit long, pour le coup, c'est un film qui le mérite. Ça se passe sur des années. C'était Guillermo del Toro à la sortie de Hellboy en 2004, et il était interviewé dans Mad Movies par Moïsaki, je crois. Moïsaki il a remarqué que son film était relativement court, 1h40, par rapport à d'autres films de super-héros ou même d'autres films de l'époque. Il faisait souvent 2h15, 2h30, et il disait mais quand on fait un film thématiquement léger, c'est pas la peine de le faire durer 3 heures. Si tu fais Le Dernier Empereur, par exemple, là, tu es obligé de faire un film long. Et le film de Scorsese, c'est pareil, qui, en termes thématiques, en termes visuels, en termes narratifs, est tellement dense que de toute façon, il a besoin de cette durée-là. Et la question de la durée, moi, pour le coup, il y a un truc qui est très étrange, c'est qu'à aucun moment dans le film, j'ai su si on était rendu à 1 heure de film ou bien à 3 heures. Parce qu'il y a vraiment un rythme interne, en fait, au film qui est, je trouve, vraiment fascinant. Mais en fait, moi, c'est assez marrant parce que le film m'a fait penser à plein de reprises à La Porte du Paradis, quand même. Oui. Notamment cette question de la spoliation des terres. C'est presque une suite thématique où le personnage de De Niro pourrait être un descendant du personnage de Sam Waterston. La comédie, l'espèce de communauté de notables blancs qui se complotent ensemble en fait pour spolier les terres de ceux qu'elle considère comme, alors dans La Porte du Paradis, c'est celle qu'elle considère comme des immigrés, des étrangers, et là c'est au contraire celle qu'elle considère comme des autochtones, enfin des indigènes, donc des sauvages. Donc en fait donc il y a toujours cette idée de pousse-toi de là que je m'y mette, quoi, un petit peu, quoi, qu'il y a et je trouve que le film, sauf que de manière beaucoup moins directement violente que dans La Porte du Paradis. Oui, et de manière moins épique aussi. Certes, il y a des meurtres, mais il y a un truc en fait qui a vraiment à voir avec l'extension du capitalisme aux USA, surtout après-guerre, où effectivement l'Amérique va pouvoir à la fois étaler son pouvoir économique
sur le monde du fait de l'assise, on va dire, qu'ils ont pris à la fin de la Première Guerre mondiale, mais surtout vraiment le côté pervers et presque finalement logique et doux de l'extension du capitalisme aux USA. Alors doux, relativement doux, parce que le capitalisme n'est jamais doux, mais... Une espèce de normalité, en fait, une espèce de normalité cupide. Et c'est ça, je trouve, que ce qui fait la différence, justement, avec La Porte du Paradis, c'est qu'il n'y a pas ce côté épique, il n'y a pas de grande scène. Il n'y a pas de grande scène. Il n'y a pas le romantisme de Cimino. Il n'y a pas ça. Alors là, c'est vraiment des petits blancs médiocres qui ne peuvent pas supporter l'idée que les Indiens puissent être plus riches qu'eux. Donc c'est vraiment un complexe de classe inversé. Donc il y a plusieurs techniques en fait pour arriver à comment dire, non seulement à rétablir l'équilibre, mais finalement à prendre l'ascendant. Il y a d'une part le fait que j'aime beaucoup ça, toutes les scènes à la gare où en fait tu vois qu'il y a de plus en plus de blancs. Et là, tu dis, ah là là, ça y est, les mecs sont en train de se faire... tout le monde est en train de débarquer pour bosser. Mais tout doucement, il y a des mariages avec des Amérindiens. Alors, il y a ça c'est l'autre solution, donc c'est le métissage. Et c'est pas un métissage au sens positif du terme, c'est-à-dire que c'est un métissage pour noyer l'identité indienne et les obliger à abandonner au fur et à mesure. Une deuxième vague de génocide, mais acceptable. Voilà. Et puis, il y a la troisième solution qui est le meurtre, tout simplement, et qui consiste, quand les gens résistent un peu trop, se débarrasser d'eux. Notamment, moyens, on va dire, dans quelques scènes de montage qui sont très scorsésiennes, mais relativement courtes, où on voit quelques meurtres en action, tout ça, parce que pour le coup, c'est vrai que je trouve que le montage du film, à la fois... Il n'y a pas tant que ça, moi je trouve que c'est un film assez posé, en fait, en termes de montage, par rapport à d'autres Scorsese, par rapport c'est pas Les Affranchis, par exemple. Ou même Wall Street. T'as pas cette espèce de frénésie. De frénésie, voilà. Si t'as un plan, c'est le plan où Caprio, ils viennent de braquer un couple d'Indiens, et ils vont jouer la montre et les bijoux, en fait, ils vont flamber, quoi. Et là, t'as quelques petits zooms, mais c'est vraiment très, très réduit. En fait, on est presque plus chez Clint Eastwood qu'à certains moments, je trouve qu'on est plus dans... Moi, il y a des fois, par exemple, ça me fait penser à Mystic River aussi. Espèce de petite... Parce qu'en fait, c'est pas du tout sur une... Il y a un côté cinéma classique, et puis c'est pas sur une grande... C'est pas dans un grand territoire, en fait. C'est sur un territoire qui est vaste, mais en fait, nous, ce qu'on voit de ce territoire, c'est essentiellement la ville. À l'échelle des USA, de toute façon, petit. Voilà, et quelques propriétés autour, en fait. Donc on n'a pas ce sentiment de... Fairfax, donc le nord de l'Oklahoma. Voilà, puis le fait que ce soit une réserve aussi, tu as ce sentiment d'autarcie, en fait, qui fait que t'as pas ce côté épique en fait du western fordien et tout ça. T'as les paysages, t'as tout ça, t'as les chevaux, t'as les paysages, t'as les armes à feu. Il y a une partie du décorum, on va dire. Voilà, t'as le décorum, mais en fait ce que ça observe en fait c'est comme dans La Porte du Paradis, c'est la petitesse humaine dans des décors immenses. En plus, de toute façon, c'est entre guillemets à cheval entre presque deux époques du cinéma, entre le western et puis le polar, et donc le film de gangster, parce que c'est ça. Et trois univers du coup avec le gangstérisme qui se mêle. Ça mêle à la fois des approches narratives et esthétiques différentes et qui s'imbriquent admirablement bien. Mais le personnage de Leonardo DiCaprio, moi je trouve, me rappelle beaucoup Henry Hill dans Les Affranchis. C'est-à-dire ce personnage. Le personnage de Ray Liotta, c'est-à-dire ce personnage qui à la fois est capable d'être père de famille, qui a des sentiments sincères vis-à-vis de son épouse, mais qui est aussi un horrible salaud. C'est-à-dire que quand il faut aller buter quelqu'un, il n'y a pas de problème. Voilà, ou quand il faut lâcher quelqu'un parce qu'il devient trop problématique, en sachant très bien que le quelqu'un en question va se faire buter, on va pas le prévenir. Et il y a cette espèce de même mélange de cynisme et de lâcheté en fait, qui rend le personnage fascinant. Et De Niro finalement a un rôle là aussi assez proche. Et notamment il y a des scènes, moi je trouve, où j'ai retrouvé le De Niro des Affranchis, c'est-à-dire notamment cette capacité à être menaçant sans élever la voix. C'est-à-dire où tu sens il y a une scène où et sans terme non plus vraiment menaçant. Non. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il fait signer un papier. Il est dans sa bagnole et il veut faire signer un papier à DiCaprio, au cas où il lui arriverait quelque chose, quoi. Alors là pour moi c'est vraiment une technique de mafieux, quoi. C'est-à-dire que évidemment DiCaprio il sent bien, quoi, que ça même lui il se demande là, quand même s'il est bas du front, il finit par comprendre un peu quand même la poloche, quoi, tu vois. Mais moi ce qui m'intéresse beaucoup avec DiCaprio, c'est qu'en fait le personnage c'est presque, et d'ailleurs c'est assez, moi je trouve que c'est assez pas radical, mais ça peut être assez éprouvant, je pense, pour le spectateur de rester 3h30 devant un type qui est un salaud. Et nous, on attend quelque part dans une dramaturgie classique, on attend une prise de conscience. Et qui ne comprend pas grand-chose. Voilà. Alors, qui ne comprend pas grand-chose, disons qu'il ne voit pas le tableau général. Et qui est soumis, quoi, on lui dit de faire ça, et quand il y a des gens plus intelligents que lui qui parlent, il ferme sa gueule, il fait, quoi. Il ne comprend pas qu'il est en train de empoisonner sa femme pendant une bonne partie du film, il est persuadé de la soigner. C'est là où c'est ambigu, moi, je trouve. C'est là où...
c'est là où c'est ambigu, justement. C'est là où c'est le personnage intéressant. C'est qu'en fait, moi, j'en sais rien, en fait. Et jusqu'à quel niveau, et même jusqu'à la fin, je veux dire, moi, je me suis dit, mais je sais pas trop quoi penser de ce type. Est-ce qu'il est vraiment con, alors qu'il est aussi un peu manipulateur? Ou est-ce que c'est un vrai salaud? En fait, c'est-à-dire un vrai salaud qui... Les salauds sont sincères, comme disait Voilà, Godard. mais puis qui est tiraillé par des vrais sentiments, c'est-à-dire qui a une famille, qui a des enfants, mais qui aime plus l'argent que les femmes, finalement, ou qui aime plus l'argent que sa femme. Et le dernier dialogue qu'ils ont tous les deux, moi, je trouve qu'il est glaçant, ce dialogue, parce que elle comprend quand il lui demande... Qu'est-ce que tu m'as mis dans mon parce qu'elle est diabétique, donc qu'est-ce que tu m'as mis dans mon insuline, quoi. Et par exemple, il y a une scène qui fait que pour moi j'arrive pas à savoir ce qu'elle signifie cette scène. Cette scène, on lui dit de mettre, il y a une ampoule d'un truc dont on sait pas trop ce que c'est, mais on doute bien que c'est un poison lent, en fait. Et en fait, on lui demande de mettre ça, de mélanger ça à l'insuline de sa femme et de lui faire les piqûres. Et sa femme dépérit, évidemment. Au bout d'un moment, il en met dans son whisky. Voilà, et il en met dans son whisky, et là, j'arrive pas à savoir s'il en met dans son whisky quelque part pour mourir en même temps qu'elle. Ou parce qu'il se doute qu'il y a quelque chose. Ou parce que justement c'est un abruti, en fait. Et je pense qu'en fonction du spectateur, en fait, tu vas pouvoir voir les choses. Et moi, c'est ce que j'aime bien, de toute façon, c'est que voilà, l'ambiguïté. C'est le fait que moi, je m'attendais à un film d'enquête. C'est pas un film d'enquête. Le livre, en fait, était plus construit comme ça. Ça partait en fait de l'enquête du FBI. Ouais. Et à la base, DiCaprio devait jouer le rôle de Jesse Plemons, donc de fan Matt Damon, qui est toujours merveilleux. Ouais, mais alors moi, ça, c'est un autre truc, un autre aspect du film. On va revenir sur non, je termine quand même sur ce truc-là. Je croyais voir un film d'enquête. C'est pas un film d'enquête. Je croyais voir un personnage qui allait avoir une prise de conscience. C'est pas le cas. Donc c'est ça qui est très déstabilisant, en fait, dans ce film-là, c'est qu'en fait, ce que tu assistes, et c'est ce qui, à mon avis, rapproche. Alors moi, je connais pas assez bien le travail de Faulkner, mais j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a à voir avec ça, quoi, justement, avec cette espèce de littérature du Sud, avec cette espèce de personnage. Après, c'est pas vraiment le Sud, là, c'est vraiment le Midwest. Non, c'est le Midwest, mais tu retrouves ce truc de personnages de petits blancs avec des baraques gothiques comme ça, enfin des baraques Southern gothiques comme ça en plein milieu de la plaine. C'est un petit côté aussi le deuxième Malik aussi, la scène de l'incendie, les moissons du ciel. Voilà, la scène de l'incendie des moissons, enfin l'incendie du champ autour pour toucher l'assurance. Il y a plein de tout ça fait penser à plein de films, en fait, et en même temps c'est très scorsésien. C'est-à-dire que tu as ce truc sur la culpabilité. Voilà, c'est-à-dire ce truc sur jusqu'à où le côté catholique, de toute façon, parce que complètement. Il est catholique. Même les Amérindiens sont catholiques. Et lui-même est catholique. Et lui-même est catholique. Enfin, le personnage de Leonardo DiCaprio est catholique. Et donc, il y a vraiment cette idée de scrutation, de jusqu'à où un personnage est capable d'être salaud avant de demander le pardon. Et c'est assez vertigineux, justement, je trouve, cet aspect-là, moi, du film. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film avec un personnage aussi... même c'est ça le truc, pas antipathique en plus, c'est ça le truc, mais sur lequel aussi négatif quand tu réfléchis 2 minutes à ce qu'il fait, avec lequel aussi immoral, voilà, amoral carrément. Amoral, et du coup il est compliqué d'avoir des accroches émotionnelles avec lui tout le temps, parce que justement t'es toujours embarqué d'un côté ou de l'autre en disant... Alors qu'avec sa femme, t'accroches tout de suite. T'es tout de suite en empathie avec elle. En fait. On en reparlera de toute façon. Et avec la communauté. On va reparler justement de la communauté amérindienne et de la manière dont elle est traitée dans le film. Mais après, une petite pause car la nuit est froide. En attendant Godard sur Stylab, et donc c'était Blind Willie Johnson avec le merveilleux morceau Dark Was the Night, Cold Was the Ground, qu'on peut entendre notamment donc dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. On va parler de musique parce que c'est très important dans la carrière de Martin Scorsese et dans le film lui-même, donc qui utilise quelques morceaux de blues qu'il met comme ça dans sa BO, même si la majorité de la bande originale a été composé par son vieux copain Robbie Robertson, qui est décédé il y a quelques mois et à qui le film est donc dédié. Robbie Robertson, c'est évidemment le maître d'œuvre donc de The Band, le merveilleux groupe des années 60 et 70, qui avait notamment joué beaucoup de fois en tournée avec Bob Dylan et qui avait été le sujet d'un merveilleux film de Martin Scorsese, donc The Last Band, un des meilleurs concerts. The Last Waltz. The Last Waltz, un des meilleurs concerts jamais filmés avec que des guest stars de ouf, justement Dylan, Van Morrison, Neil Young qui venaient, et donc ils sont quand même copains depuis longtemps, et Robertson avait travaillé sur beaucoup de films de Martin Scorsese, pas toujours crédité d'ailleurs comme conseiller musical, et la musique de Robertson pour le film, je trouve absolument merveilleuse et s'écoute très bien aussi.
de manière séparée parce qu'elle colle absolument au projet de Scorsese, à la fois dans sa traversée des genres phares du cinéma américain, donc on disait le western, le polar, et puis le film de gangster, mais aussi donc la fresque historique. Et un type comme Robertson, ce qui intéresse aussi Martin Scorsese, c'est sa connaissance encyclopédique et historique de la musique folk américaine et de la musique des natifs américains, parce que Robbie Robertson lui-même a grandi dans une réserve indienne, à l'époque où donc c'était encore géré par le Bureau des Affaires indiennes, donc, comme on disait, et c'est vrai que cet aspect, on va dire, oppressif de la vie de la réserve se ressent dans la musique de Robertson pour le film, où il y a ce genre de tambour un peu sourd qui revient constamment et qui justement remet de la pression dans l'histoire, si tant est qu'il en fallait, parce que le film est quand même bien tendu pendant les 3h30. Avec l'idée d'une espèce de fatalité, en fait. Avec un truc où tu te dis, mais où ça va s'arrêter? Mais dès le début, en fait, parce que donc, le film commence par un genre un montage historique qui nous apprend un petit peu quel est ce peuple des Osages, quelle est leur histoire et pourquoi est-ce que c'est un des peuples amérindiens les plus riches d'Amérique. Avec, alors que c'est un peuple qui a été viré, qui avait été viré de ses terres ancestrales, le Missouri, l'Arkansas, il me semble. Arkansas, Missouri. Voilà, donc par les Blancs. Donc en plus, c'est une espèce de revanche sociale en plus sur les conquérants, sur les conquérants. Et après, ça commence justement avec ce plan qui est terrifiant et qui est magnifique, où donc les premiers natifs creusent le sol pour enterrer un calumet. Après une très belle séquence d'introduction, superbe. Et où donc évidemment le pétrole jaillit de la terre et il danse justement en voyant cette or noir qui jaillit, qui est à son et on va dire programmatique du film, où à la fois c'est quelque chose de très joyeux parce que c'est presque surnaturel, c'est une danse de la pluie, et en même temps c'est aussi ce qui va causer leur faim. C'est aussi ce qui cause leur faim. Et alors le truc sur la musique, moi je voudrais revenir sur un aspect, parce que le fait qu'il y ait du blues, outre le fait que ça marque les années 20, ça a aussi à voir avec un autre élément, alors qui est un peu secondaire dans le film, mais qui pour moi est quelque chose d'assez important, qui est l'évocation du massacre de Tulsa, qui se situe à 150 km d'un truc comme ça. Donc alors c'est pas des émeutes raciales, c'est l'incendie des quartiers noirs de Tulsa par la communauté blanche, et donc il y a vraiment qui est évoqué dans le film, mais qui trace aussi un parallèle justement du fait que les Indiens sont pas les seuls en fait à être spoliés ou à être victimes d'oppression, mais qu'il y a une espèce d'analogie ou d'égalité de traitement, même si c'est beaucoup plus violent quand il s'agit des Afro-Américains et beaucoup plus en dessous, beaucoup plus dans le feutré à l'époque, à l'époque quand c'est les Amérindiens. Donc il y a cette espèce de parallèle, et je trouve que le fait d'utiliser du blues a aussi cette vertu de montrer l'universalité du blues. Le blues qui est une musique afro-américaine, mais qui est une musique qui s'applique très très bien au sort des Indiens, et dans la musique indienne il y a des choses qui ressemblent au blues en fait, dans la poésie indienne, dans des choses comme ça, et et en fait dans des rythmes. Mais et le blues a, c'est pour ça que la musique néo-orléanaise est tellement bien, c'est qu'en fait la musique néo-orléanaise c'est la musique cajun plus la musique blues plus la musique des Indiens, et en fait c'est la musique de tous les opprimés justement qui se réunit pour faire une musique qui est la musique néo-orléanaise. Plus le jazz. Voilà, qui est la musique néo-orléanaise et qui est à la base du jazz. Donc et je pense que Robbie Robertson et Scorsese sont très conscients justement de cette historicité, de ce que la musique américaine dit de l'histoire de l'Amérique, et de ce qu'elle dit justement de la place de ce qu'on appelait des minorités, mais qui sont soit des autochtones, soit les descendants d'esclaves, qui ne sont pas du tout des minorités, mais de la place qu'ils ont perdue et de la place qu'ils ont réoccupée par le biais de la musique, en fait. Et comment finalement la revanche n'est pas une revanche sociale, comme c'est le cas pour le pétrole et les Indiens, mais c'est une revanche culturelle, en fait. Mais en même temps, revanche culturelle, mais qui est très vite récupéré justement par le pouvoir blanc et par le capitalisme, qui sait toujours reprendre la contre-culture pour en faire un produit marketé. Les artistes, notamment les artistes afro-américains, dans les années 60-70, c'est presque le nombre de mecs
ont sorti des trucs qui ont été numéro 1 dans les charts, qui n'ont jamais rien touché. Quand touché Peanuts, c'est qu'ils se sont fait défoncer parce qu'on leur faisait signer des contrats sur un coin de table entre deux verres, et les mecs n'étaient pas du tout formés c'était pas des avocats. Non, puis c'était pas des hommes d'affaires, c'était des musiciens. Donc on leur disait, tu vois Bird de Clint Eastwood, ça montre très bien ça, quoi. Ce côté, cette arnaque permanente en fait des grands labels vis-à-vis de la musique nord-américaine, que ce soit le jazz ou d'autres formes de musique. Et donc cette idée de spoliation, pour moi, c'est pas. Je pense que la musique retravaille ça aussi. Enfin, il y a aussi quelque chose de politique, moi je trouve, dans le fait d'utiliser du blues, en tout cas dans ce film-là. Même si on pourrait se dire, c'est juste un marqueur temporel, mais je pense pas que ce soit juste un marqueur temporel. Je pense qu'il y a vraiment une identité, une analogie véritablement entre ce que l'on voit chez les Osage et ce blues américain, qui est l'expression là aussi d'une autre forme de souffrance, qui est la souffrance afro-américaine, quoi. Et qui donc effectivement est de toute façon cohérente avec la représentation des peuples natifs par Scorsese. Donc, le film commence précisément par une très belle scène de conseil, en fait. De conseil, et puis le calumet de la paix, où il va être annoncé que de toute façon, bientôt, l'homme blanc sera prédominant dans le territoire, qu'il y aura un métissage et que ça va être peu à peu, finalement, la fin du peuple. Et la manière dont Scorsese, que déjà c'est un truc qui l'intéresse dans beaucoup de ses films, mais souvent via le prisme du rituel catholique. Là, en l'occurrence, c'est le rituel des conseils amérindiens, au temps passé et au temps présent du film. Et c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent et qui est cohérent. En plus, en termes narratifs, en termes formels, c'est sur la question de la répétition, la question du cercle et des situations qui se reproduisent, parce que ça arrive à plusieurs moments donné dans le film. On peut dire, mais il appuie un petit peu sur certains éléments, sur l'humiliation du personnage de DiCaprio par le perso de De Niro, des choses qui reviennent comme ça constamment, mais qui finalement participent en fait à la psychologie du film presque. Oui, parce que la répétition, la ritournelle, de la violence. Et puis la répétition, moi j'ai vraiment ressenti ça à un moment, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter en fait ? Sachant que ce n'est que la perpétuation de cycles de violence qui sont beaucoup plus anciens et qui datent qui ont 150 ans derrière eux, quoi. Donc il y a une espèce de truc où tu arrives en fin de course et d'ailleurs il y a une espèce de célébration finalement de l'État fédéral et du fédéralisme au sens où avec le procès final, au bout d'un moment le centralisme étatique doit s'imposer parce que c'est le seul moyen et quelque part d'un point de vue historique c'est pas totalement faux, c'est-à-dire que les Américains détestent leur État fédéral parce que c'est l'État qui leur impose des choses, et s'il n'y avait pas eu d'État fédéral, il n'y aurait pas eu la fin de la ségrégation dans le Sud, il n'y aurait pas eu les droits civiques, il n'y aurait même pas eu les réserves indiennes. Tout le monde aurait été massacré. Enfin, tu vois, et même si l'État fédéral évidemment est loin d'être parfait, parce qu'il y a aussi J. Edgar Hoover, il y a aussi plein d'autres choses, quoi. Mais on a bien accablé, ce pauvre. Mais je trouve que justement le film montre bien comment en fait comment l'État fédéral, la schizophrénie de l'État fédéral en fait, et sa nécessité. Et puis comment est-ce qu'en fait l'État fédéral est là pour contrecarrer en fait une espèce de néo-féodalisme blanc et que Spielberg sépare de manière très claire de l'aristocratie indienne. C'est-à-dire que les Indiens sont vraiment montrés comme des aristocrates, mais dans les aristocrates au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas montrés comme des exploiteurs, mais ils sont montrés comme des gens qui ont une très haute conscience de leur statut social. Et c'est valable notamment pour la femme de Scorsese qui est 10 km devant lui, quoi. Je veux dire, même intellectuellement, qui est 10 km devant lui, quoi. De DiCaprio, pas de Scorsese. Pas de Scorsese, de DiCaprio, pardon. Qui est vraiment grave en avance. Et justement, je trouve que dans la relation de couple, c'est très bien. C'est comment est-ce qu'on rattrape son retard, mais pas par l'émulation, mais par la jalousie et par le fait de rabaisser les gens par l'alcool, par la mesquinerie. Puis tu vois, le personnage de Rita, la sœur, qui est alcoolique, le personnage de l'Indien qui devient dépressif, de l'Indien dépressif et suicidaire, mélancolique. Voilà, qui est mélancolique. Et c'est en fait plutôt que tous ces petits blancs en fait qui sont des médiocres. Fondamentalement, même De Niro, qui est un médiocre, qui fait croire qu'il est un homme de culture, mais qui est en fait un hypocrite de première bourre, plutôt que de monter. Et c'est vraiment rabaisser les autres pour qu'ils soient à ton niveau. C'est le justicier de Shanghai en fait. C'est puisque je peux pas monter, je vais péter les piliers, je vais les faire descendre. Sauf que dans le justicier de Shanghai, voilà, c'est lui le héros, c'est les autres les méchants, alors que là c'est inversé. C'est-à-dire qu'en fait les autres sont super hauts
et socialement, intellectuellement, culturellement, moralement. Et en fait, tous ces petits blancs, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre à leur niveau, le truc c'est que ça va être de les faire chuter. Donc, et si on n'arrive pas à les faire chuter, ça va être de les faire disparaître, en fait, tout simplement. Et là, il y a tout un truc, justement, sur la mesquinerie, sur la médiocrité humaine, je trouve, qui n'est pas simplement des Européens blancs, mais d'une manière générale, sur la médiocrité humaine et sur le ressentiment du fait que l'autre soit mieux que toi, quoi. Et ça, malheureusement, c'est un truc qui existe, qu'on a tous rencontré dans notre vie, quoi. Je veux dire, la jalousie sociale, c'est un poison lent dans une société, quoi. C'est le fait espèce de ressentiment, de dire, les autres, ils ont le droit à ce que moi j'ai pas, tu vois. Et quand tu regardes le discours sur l'immigration, le discours sur, en France, surtout, on n'aime pas la réussite dans ce pays. Les Français sont jaloux. Ou à l'inverse, on n'aime pas la réussite dans ce pays, alors que la réussite, c'est pas la réussite des exploiteurs, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, tu vois. Et justement, tout le commentaire, en fait, et malgré que ça soit pas un film politique en tant que tel, tout le commentaire, en fait, c'est un film qui est quand même largement politisé. Voilà, c'est un film. Ça, c'est marrant. C'est un film qui n'ignore pas la politique, en tout cas. Quand tu vois les trous de balles qui disent que c'est la première fois qu'il fait un film politique, mais putain, mais revoyez ces films. Son premier film, c'était un court-métrage sur la guerre du Vietnam, faut pas déconner. Taxi Driver, enfin, je veux dire, la valse des pantins, Taxi Driver. Même Casino, c'est un film sur le capitalisme tardif. Oui, donc non, mais après c'est pas un réalisateur engagé, Scorsese, tu vois. C'est pas Brian De Palma qui était plus vénère à ses débuts. Ouais, mais même De Palma, moi je trouve que De Palma, il a ce truc-là. Enfin, moi, de toute façon, le nouvel Hollywood, moi je trouve bien, ça que j'aime bien aussi avec eux, c'est que ce soit Coppola, De Palma, je veux dire, ou Friedkin, quelque part, il y a toujours un commentaire sur justement cette société capitaliste qui est une société à double visage, en fait, qui est une société qui est à la fois capable de faire, comme dans le film, d'édifier une ville, et en même temps ça rappelle ce truc que moi je crois beaucoup et que moi j'aime beaucoup dans les westerns, qui est que c'est un pays, comme la France d'ailleurs, avec un autre niveau, mais c'est un pays qui s'est construit sur le sang. Et c'est un pays qui s'est construit sur la spoliation, sur la mort, sur l'exploitation, sur l'injustice. Comme tous les grands pays du monde. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais c'est toujours en mettant de l'œuf. Voilà, exactement. Mais comme tous les grands pays du monde, et le cinéma américain a au moins cette honnêteté-là, qu'on retrouve pas dans tous les cinémas du monde, justement. Qui fait partie à la fois, c'est de regarder son passé en face, quoi. Qui souvent dans le cinéma américain, en tout cas chez Hollywood, fait partie de leur hypocrisie. Qui est du coup en lien avec le capitalisme, le fait de faire contrition des actes du passé, d'un passé plus ou moins proche d'ailleurs, en ayant l'air de ne pas y toucher, en faisant parfois des films hyper politiques, en disant regardez, nous au moins on regarde notre histoire, on en a conscience, mais on va continuer avec des bâtards quand même. Mais on le montre. Oui, voilà, mais disons que il n'y a pas l'hypocrisie catholique de ce point de vue-là. Et justement, Scorsese, quand bien même il est catholique, c'est quand même un bon Américain, parce que c'est un catholique mais qui est débarrassé de cette forme d'hypocrisie qui fait que il faut pas parler des sujets qui fâchent, on va mettre ça sous le tapis. On est coupable, mais on n'est pas hypocrite. Voilà, et moi c'est un truc que j'ai toujours aimé dans le cinéma américain. Il y a plein d'autres pays qui, souvent, notamment la France, qui souvent fait la leçon au cinéma anglo-saxon. Où les Anglais ont une autre forme d'honnêteté. Les Anglais, c'est parce qu'ils ont toujours l'arrogance de penser qu'ils sont un empire. Ouais, c'est vrai. Donc, tout le monde les déteste. Mais tu vois, quand tu vois comment la France a vachement de mal à aborder, notamment ce qui s'est passé en Afrique pendant la colonisation, à quelques exceptions près. Tu peux les compter sur les doigts d'une main de manchot. La Victoire en chantant, quoi, tu vois, de Jean-Jacques Hano, qui est sans doute un des films les plus honnêtes sur ce qui s'est passé, Coup de torchon, enfin voilà. Et c'est des films qui datent des années 70-80. Alors il y a L'île rouge de Campillo. Moi j'ai trouvé justement qu'il y avait cette espèce de désir aussi de revenir. Donc c'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est quand même beaucoup moins franc et beaucoup moins sollicité, on va dire, que par les producteurs, que dans le cinéma américain, où là tu vois Scorsese produit par Apple TV, qui est quand même parangon du capitalisme, et qui se retrouve à faire un film qui pose quand même pas mal de questions autour de cette histoire de capitalisme, quoi. Film très dense de Scorsese. Et pour finir, en plus, juste pour l'anecdote, c'est que Scorsese avait déjà en fait un projet autour des communautés amérindiennes dans les années 70 avec Marlon Brando, parce qu'évidemment Brando, c'est une question qui l'a beaucoup intéressé, qu'il a souvent mis en avant, et donc ils avaient bossé pendant pas mal de temps dessus, Scorsese et Brando, et en fait au milieu, avant que la production démarre, Scorsese a arrêté le tournage parce qu'un des acteurs amérindiens qui joue notamment dans le dernier des Mohicans de Michael Mann, en fait s'est barré avec la meuf de Scorsese et sa voiture. Du coup Marty, il était genre dégoûté, il s'est barré de la production, mais il n'est pas rancunier parce que la fils de cet acteur joue dans Killers of the Flower Moon. Il joue le flic du FBI amérindien. D'accord. Donc voilà, avec l'âge, avec la sagesse. Puis le catholicisme, c'est le pardon, voyons. Donc, il a dû se mordre les couilles de ne pas avoir tourné avec Brando en 75.
il y a ça aussi, apparemment, le fait qu'il se sentait pas prêt, apparemment, parce que lui, c'était un mec de la ville, il se retrouvait en plein milieu de la Pampa avec des Indiens qui comprenaient absolument pas. Il n'était pas assez mûr, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit aussi, peut-être qu'il arrange l'histoire à sa sauce, mais il dit qu'il n'était pas assez mûr. On connaît le révisionnisme des Américains. Voilà. Mais donc voilà, en tout cas, ça fait très plaisir de voir qu'après un Irishman qui, moi, pour le coup, m'avait quand même passablement refroidi. Dernier truc, dernier petit truc. Alors là, pour une petite autocitation scorsésienne, il y a un blues à un moment. Et le blues, en fait, moi, j'ai cru au départ que c'était le premier morceau qu'on entend dans Woodstock, Going to the Country, par je ne sais plus quel groupe. Et en fait, non, c'est la version originale, c'est la version blues originale. Voilà. Donc, et en fait, faut se souvenir que Woodstock a été monté par Martin Scorsese, donc une petite la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Donc voilà le très beau film qu'évidemment on vous encourage à voir et à découvrir aussi, mais si vous pouvez à revoir après. Faites pipi avant la séance. Film dense, film passionnant. Il est trop fort, je crois. C'est lui qui va gagner quand même. Ouais. Donc voilà, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, docteur. Qu'est-ce que vous avez aimé cette semaine? Alors, moi, comme je suis toujours dans là, je travaille pas mal sur David Lynch, donc là, je suis toujours dans ma période Lynch, et j'ai donc eu l'occasion de voir le documentaire Lynch Ose. Sorti l'année dernière en salle. Voilà, sorti l'année dernière et consacré, enfin sorti dans peu de salles, pas sorti à Rennes en tout cas, et consacré aux relations entre le cinéma de David Lynch, mais pas que, et Le Magicien d'Oz, mais pas que. Donc c'est un film assez vaste, avec un chapitrage. La première minute fait un peu peur. Parce qu'on se dit, le mec essaye de faire du Lynch, le réalisateur essaye de faire du Lynch. Et en fait, assez rapidement, il lui-même décide d'arrêter. Voilà, il décide d'arrêter. Et en fait, il fait plusieurs chapitres qui sont chacun des chapitres en fait commentés par un critique, un réalisateur, John Waters notamment. Il y a celui qui a fait The Green Knight aussi, David Lowery. Voilà, il y a des critiques, des historiens du cinéma, des réalisateurs, et qui viennent tout simplement parler de relations en fait entre Lynch et le Magicien d'Oz, et c'est passionnant parce qu'en fait le nombre de signes qu'il y a, et des signes plus ou moins conscients, c'est assez dingue effectivement. Moi je n'avais pas du tout capté que c'était à ce point-là investi par le Magicien d'Oz, et à quel point le Magicien d'Oz investit d'autres cinéastes, comment ça infuse culturellement le cinéma américain. C'est super 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 intéressant. Merci docteur. Alors moi ce sera un film de 1932 ou 36 si je ne m'abuse, réalisé normalement par Jean Grémillon, mais il a retiré son nom du générique après le tripatouillage par la Gaumont. Donc c'est Daniel Amétis, film passionnant, 32 film hallucinant, de maîtrise, qu'un Charles Vanel tout jeune, un huis clos sur un bateau, il se passe des choses cheloues, très surréaliste, très étonnant, très Grémillon évidemment. On rêverait de voir la version intégrale de 1h40, mais il n'y a que la version de 55 minutes qui est disponible, et c'est déjà fascinant comme film. Merci docteur, merci Ulysse à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Los Angeles. Goddamn right. Et de Mizoguchi, du coup, de Mizoguchi de Miyazaki. Non, c'est la semaine d'après. C'est la semaine d'après. Non, la semaine prochaine, spéciale. Exactement, spécial Los Angeles. On aura beaucoup de choses à dire. Oublie pas de mettre ton bandana de gangsta. Ouais, de Chris ou de Blood. Il faut que je choisisse entre les deux. Exactement, obligé. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.